Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par tvgo.ca, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux au Québec où à chaque émission, on a la chance de découvrir les personnes qui se cachent derrière les publications les plus virales et les campagnes numériques qui font jaser tout le monde. Épisode numéro 6, c'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, on va jaser Instagram et aujourd'hui, on fait ça en compagnie de M. Charlie Fernandez qui est venu nous rejoindre à Granby dans les studios de TVgo directement de Québec. Oui, monsieur. Directement de Québec avec une halte à Montréal pour rencontrer quelques clients. Puis j'en profite également pour te remercier pour l'invitation et pour l'accueil. Et venez prendre une petite bière. Aujourd'hui, on lance le show en jasant de la bière. On a un nouveau partenaire avec nous qui est Avant-Garde Brasseur et aujourd'hui, on boit la Funky Fury. J'ai choisi cette bière-là justement parce qu'elle était aux couleurs d'Instagram. Donc un peu de rose, un peu de mauve, un peu de jaune là-dessus. Fait que je me suis dit que c'était parfait. Ça se prend très bien en photo puis ça se prend encore mieux en main, j'ai envie de te dire. Exactement. Donc allons-y. Cheers! Un petit cheers pour amorcer la conversation. À ta santé. Donc, Charlie, justement, pour amorcer la conversation, j'aimerais ça que tu nous racontes, avant qu'on rentre dans le sujet principal, qui est comment intégrer Instagram au cœur de sa stratégie numérique. Et on vous invite d'ailleurs à poser des questions en bas dans les commentaires tout au long de la conversation. On va prendre la peine d'y répondre, mais avant ça, on jase ensemble un peu de ton parcours. Donc, comment tu es atterri sur Instagram? Donc, les balbutiements au début, tes premières expériences avec le web, ça ressemblait à quoi? Avant d'arriver sur Instagram, je suis arrivé au Québec, comme tu t'en doutes. Puisque, comme vous l'entendez peut-être, je viens de l'autre côté de l'océan, d'une belle ville qui s'appelle Mazamet, qui est située dans le sud de la France. Je suis arrivé au Québec il y a 8 ans. Je commençais à travailler en agence. Puis, c'est vrai qu'en travaillant en agence, je suis amené à avoir différents cas de figure. Donc, à expérimenter, travailler avec différents réseaux sociaux. Le premier contact que je dirais j'ai eu avec Instagram, c'est quand j'ai commencé à devenir travailleur autonome et qu'en même temps, j'ai pris donc la direction des communications du web à Québec, événement qui se déroule donc présentement à Québec. Salut à ceux qui Salut sont à Québec, au terminal de croisière. D'ailleurs, on pense fort à vous. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à mettre le doigt dans l'engrenage, si je puis dire, mais c'était relativement en surface dans la mesure où c'était une époque où, comment je pourrais te dire, je voyais la plateforme comme un réseau social. Je ne comprenais pas encore comment elle fonctionnait et surtout comment on pouvait exploiter la plateforme et ses mécanismes pour justement atteindre des objectifs de notoriété ou de positionnement. Parce qu'on va se le dire, Instagram à cette époque, c'était principalement ce genre d'objectif. C'est suivi un petit peu quelques mois donc, de travail avec des clients, principalement des PME donc, de la région donc, de la capitale nationale, où j'ai donc mis en place, je dirais, certaines stratégies, notamment donc, sur Instagram, qui étaient des stratégies encore une fois assez 101. Puis j'ai fondé donc, en octobre 2015 avec mes associés Maple Insight, donc, qui est un startup studio donc, qui se spécialise notamment dans tout ce qui touche au crypto mining, tout ce qui touche également donc, au crypto trading, donc tout ce qui touche en fait la blockchain, ni plus ni moins, mais également dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'acquisition de trafic. Donc quand on parle d'acquisition de trafic, on parle souvent réseaux sociaux et publicité. Donc on a eu une startup, si je puis dire, qui s'est spécialisée donc, dans ce domaine-là. Vraiment, c'était son cœur de métier. Et un des médias de cette startup-là était dans le domaine du voyage. Et c'est là où la magie, je te dirais, a opéré. C'est là que tu es tombé un peu plus en amour avec Instagram. C'est là où j'ai compris, vraiment. C'est là où j'ai compris parce que j'ai eu un contexte qui était très simple, à savoir pas de budget pour de la création de contenu, pas de budget pour de la publicité, puis pas de budget pour du marketing d'influence. Fait que là, il y a plusieurs gens présentement à la maison qui écoutent ça puis ils disent ça ressemble un peu à ma réalité, right? Je pense, puis c'est la réalité de plusieurs entrepreneurs et c'est la réalité de plusieurs PME. Puis c'est la réalité également, je pense, de plusieurs directeurs marketing qui se retrouvent peut-être pas avec les moyens qu'ils auraient osé aimer avoir. Et donc, essayer de composer avec des briques et du broc pour justement atteindre les objectifs qui leur sont fixés. Et donc, on a travaillé, je te dirais, donc, avec la personne qui est aujourd'hui mon associé, Tristan Jevaux, sur ce compte Instagram-là, pour essayer justement de développer la notoriété et le positionnement d'une marque qui n'existait pas. Donc on ne parle pas d'une marque qui a déjà des bases de données de courriel ou une présence sur Facebook ou un blog ou vraiment une aura. On parle de quelque chose from scratch. Donc on a travaillé, je te dirais, notamment à l'identification de plusieurs influenceurs pour comprendre un petit peu comment marchait Instagram, comment était composée leur ligne éditoriale, comment ils travaillaient, quelles étaient les thématiques, les hashtags qu'ils utilisaient, la fréquence de publication, bref, pour justement essayer de sizer, mettons, c'était quoi cet écosystème sur Instagram. Après, je te dirais 10 semaines, donc 2 mois et demi environ de preuves de concept, qui étaient notamment basées sur des stratégies d'interaction directe avec la clientèle. Parce qu'on va se le dire, la grosse force d'Instagram, c'est de pouvoir interagir proactivement et directement avec votre clientèle. On a réussi à développer une communauté de 7000 personnes donc sur Instagram, à partir d'une marque, encore une fois, qui n'existait pas, sans budget publicitaire. Ça, c'est en quelle année? C'était il n'y a même pas 2 ans.
J'ai fait d'ailleurs une conférence l'année dernière. Au WAC. Oui, en 2016, je donnais la conférence au WAC également, c'était 2 avril, donc c'était il y a un an environ. Donc la preuve de concept, elle date d'il y a 1 an et demi, gros maximum. Et puis ce qui est encore une fois intéressant, parce que le nombre d'abonnés veut dire peu de choses de nos jours, hein, on va se dire c'est facile de gonfler. C'est pas la quantité, c'est la qualité des abonnés, parce qu'effectivement, c'est facile. Exactement. Exactement. Donc c'est facile vraiment d'aller acheter des faux abonnés. Donc c'est au niveau de la qualité de l'engagement, la qualité des abonnés. Exactement. Puis on parle, encore une fois, il faut resituer le contexte, on parle pas d'une époque où il y avait les Shoppable Posts qui viennent d'être lancés donc au Canada, qui existent depuis 2 ans aux États-Unis. On parle pas d'une époque où il y avait des liens dans les stories. Donc on était vraiment sur des objectifs de positionnement et de notoriété. Et un objectif de positionnement qu'on est allé atteindre donc par le biais de cette preuve de concept, c'est quoi? On a réussi à faire créer plus de 14 000 contenus générés par la communauté affiliée donc à la marque. 14 000, donc. Puis la manière que tu étais capable de savoir, vous avez créé un hashtag dédié. Qui est un hashtag de marque, exactement. Un hashtag de marque. Puis là, avec ce hashtag-là, vous avez été traqué tous les gens qui avaient publié à ce niveau-là. Puis ça vous a permis de dire, OK, il y a 14 du UGC, là, en bon français. En bon français, User Generated Content. Donc, plusieurs personnes qui ont posté avec ce hashtag-là. Et ce qui est encore plus beau dans tout ça, parce que oui, c'est un objectif de positionnement de marque et pour un marketeur ou quelqu'un de marque ou de communication, ça parle, tu vois, mais peut-être pour un dirigeant d'entreprise, ça parle un peu moins. Ce qui est intéressant, on a réussi à atteindre 12 autres objectifs par rapport à ça. Le compte de la marque a été désactivé peu de temps après. Quand je dis désactivé, c'est pas enlevé d'Instagram, mais on a arrêté de l'alimenter. Mais les gens continuent à créer du contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le hashtag a été donc utilisé plus de 19 000 fois, malgré le fait que la marque, elle, ne soit plus active. Un autre, entre guillemets, input qu'on a eu intéressant, c'est que les gens nous contactaient justement par message privé pour, encore une fois, c'était un média dans le domaine du voyage et du tourisme, pour avoir des accréditations médias, pour aller couvrir des événements au nom de la marque. Donc on est parti en 10 semaines, donc 2 mois et demi, de quelque chose qui n'existait pas à quelque chose où les gens nous faisaient des demandes pour faire des accréditations médias. Ce qui est quand même, je pense, un certain milestone dans la vie d'un média. Oui, quand même. Et c'est comme ça donc que j'ai mis le doigt dans l'engrenage d'Instagram, que j'ai commencé un petit peu à étudier la plateforme, à comprendre les mécanismes de celle-ci, les logiques en présence, les attentes qu'on peut avoir d'Instagram, les tenants et les aboutissants d'une stratégie, pour arriver aujourd'hui donc avec une nouvelle entreprise que je lance. On va en parler dans une semaine dans les médias. C'est exactement là que j'allais t'amener. Donc, tu lances Studio Réverbère Super. Une des raisons pour on s'est rencontrés aussi pour avoir la chance d'en discuter. Puis, donc, parle-nous un peu de Studio Réverbère. Je pense que ça va être vraiment un genre de boîte de com qui va vraiment être on fait que du Instagram. Sur LinkedIn. On fait juste Instagram. Pas LinkedIn, Instagram. On le voit, je pense, énormément, notamment aux États-Unis, où il y a de plus en plus d'agences qui se spécialisent sur un média. Donc, on a eu pendant, je dirais, des dizaines d'années, des agences qui étaient donc spécialisées sur Google AdWords, sur Google AdSense, ce genre de choses. Récemment, on a eu certaines qui sont spécialisées donc, sur Facebook, qui doivent avoir un petit peu de difficulté vu les dernières nouvelles, je vous dirais. On pense fort à vous d'ailleurs. Et là, il n'y a pas juste les agences qui doivent avoir de la misère, mais toutes les compagnies qui travaillent avec l'API. Avec les annonces qui ont été faites hier et tout récemment, on a vu vraiment les différents services. Je regardais l'interview d'hier de Mark Zuckerberg devant le congrès, puis c'est la première fois que je le voyais en costume. Donc je pense que ça peut, entre guillemets, dénoter la gravité de la situation, si je puis dire. Donc donc Réverbère, on se spécialise uniquement sur Instagram, puis c'est un move qu'on veut faire dans la mesure où actuellement au Canada, selon les recherches qu'on a fait, il n'y a personne qui se spécialise donc sur ce marché, qui est un marché de niche, mais qui est un marché, je pense, en forte croissance. Donc là, c'est plus le volet entrepreneur qui parle, c'est vrai, puisque Instagram est passé, comme tu le sais peut-être, durant les 2 dernières années, on parle donc de 2015 à 2017, de 350 millions d'usagers actifs à travers le monde à 800 millions d'usagers actifs. Ça fait une croissance de plus de 140%, qui est une croissance majeure pour un réseau social, on va se le dire. Et aussi, au 1 an, je pense, des stories Instagram, Facebook avait déjà battu, Instagram en fait, le groupe Facebook avait déjà battu Snapchat en termes d'utilisateurs, de stories. C'est très intéressant le point que tu amènes là, Francis, parce que souvent on me demande pourquoi il y a eu cette... Parce que Instagram, ça n'existe pas depuis 2 ans, ça existe depuis bientôt 10 ans. C'est un réseau social qui a eu du mal, je pense, à trouver sa place dans la mesure où c'est un réseau social qui demande certaines compétences, notamment en termes de création de contenu, puisqu'on parle de création de contenu visuel. Et de ce fait, c'est sûr que la pénétration du marché de la plateforme a été peut-être plus lente que celle qu'une plateforme comme Facebook a eu connue, de par, entre guillemets, le côté très facile d'appréhension de Facebook. Et je pense sincèrement, encore une fois, que le fait que Instagram se soit positionné en conflit avec Snapchat par rapport aux stories
a été la clé de ce succès, ou du moins une des clés de vous de ce succès-là. Une des clés qui a permis la croissance. Je pense, Puis je veux dire, d'un point de vue plus marketing, les stories, on pourra y revenir tantôt, sont des... encore une fois, quand on parle d'objectifs, de notoriété, de positionnement, même de conversion avec les liens qui ont été lancés, qui sont réservés certes encore aux personnes qui ont 10 000 abonnés ou un badge certifié, sont des opportunités majeures, je pense, pour les marques et qui sont encore très peu saisies au Québec. Tout à fait. Avant de rentrer justement dans le vif du sujet, donc tu viens de démarrer ton entreprise. Une autre entreprise, en fait. C'est ça, exactement. J'aimerais ça, je le demande à tous mes invités, on veut connaître un peu ta routine de travail. Tu sais, on sait que tout le monde, on a des horaires chargés dans les médias sociaux, il y a beaucoup de gestion de communauté à faire, il y a de la stratégie, il y a de la rencontre client. Donc toi, ton horaire, là, une journée type, ça ressemble à quoi? Je ne suis pas du genre un très très grand lève-tôt, donc je ne vais pas faire le gourou qui se lève à 4 h du matin pour aller courir un 10 km. Moi, je suis plus du genre, je me lève à 7 h 30, je tasse mon réveil bien fort, le chat arrive, il commence à me piétiner comme ça, j'ai faim. Là, je me réveille, je fais un câlin au chat. Ça ressemble pas mal au sale démarrage, je te dirais. Donc, je commence ma journée aux alentours de 8 h, 8 h 30. Puis, je te dirais, généralement, la première partie de ma journée, c'est beaucoup de suivi, parce qu'on a un démarrage d'entreprise, donc beaucoup de développement des affaires, beaucoup de suivi, beaucoup de gestion, de facturation, toutes les choses qu'on découvre, entre guillemets, quand on devient entrepreneur, qui ne sont pas forcément passionnantes, on va se le dire. Non. Mais qui font partie, entre guillemets, de la game, puis c'est bien que ça fasse partie de la game. Ça permet d'apprécier quand on fait la partie un peu plus le fun. Et c'est très important pour la compréhension, pour après ça, pour les nouveaux subséquents, quand tu réussis à trouver quelqu'un qui va prendre ce volet-là, après ça, tu sais au moins qu'est-ce qu'elle vit puis qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir. Exactement, tu as tout compris. Et l'après-midi, non, là, je suis plus en mode, je te dirais, donc livrable, si je puis dire. Donc, nous, Réverbère, on a vraiment une philosophie qui est très axée, je te dirais, sur les stratégies organiques. Dans la mesure où on pense sincèrement, et les chiffres corroborent donc, hashtag team organique. Beaucoup, je te dirais, notamment sur Instagram, même si je pense que le fait qu'Instagram travaille avec la régie publicitaire de Facebook soit vraiment quelque chose de très intéressant, notamment avec les nouveaux emplacements publicitaires qu'on a par le biais des stories, on pourra en parler tantôt, mais j'ai vraiment une théorie par rapport justement à cet emplacement publicitaire-là. Donc je suis plus... C'est le fun, c'est vraiment un sujet qui est passionnant parce que je trouve qu'Instagram, on est beaucoup en mode consommation de contenu un peu fast-food, on est là, tu sais, genre on scrolle dans un feed, puis des fois, on laisse le feed aller, pap, on top et on regarde. Sur les stories, je pense que c'est une consommation de contenu qui est beaucoup plus consciente, si je puis dire. Et de ce fait, la position que l'on a quand on consulte des stories et le taux de mémorisation d'un message qu'on va voir dans les stories, je pense, est plus important. Je n'ai pas de chiffres pour appuyer sur ça encore, mais je pense que c'est quelque chose de concret. Et sinon, pour finir la journée, non, par contre, je suis un couche-tard. Je suis un couche-tard. Là, dans les dernières semaines, on a beaucoup travaillé donc, sur notre sortie média, comme tu le sais, et notamment donc, sur un ouvrage qui s'appelle Instagram sans filtre, qui est un ouvrage qui présente tout simplement mes 30 meilleurs conseils à moi, Charlie Fernandez, si je puis dire, et Tristan Jovo, mon associé, pour justement... débloquer, si je puis dire, le potentiel, notamment commercial d'Instagram. C'est un livre blanc d'une centaine de pages et c'est l'ouvrage le plus complet qui existe à ce jour sur Instagram, toutes langues confondues. Et j'adore le titre Instagram sans filtre, excellent. Merci beaucoup. C'est très bon. On jase beaucoup, mais vous pouvez aussi interagir dans les commentaires. On dit salut à Christine Boucher, bonjour d'Ottawa. Donc Christine, on vous invite donc à poser vos commentaires, gênez-vous pas. Avant qu'on rentre dans le sujet chaud, on s'en va en pub. Vous avez travaillé fort pour mettre en place un événement? Vous cherchez maintenant à en maximiser la visibilité? On vous aide de la promotion à la captation à la web diffusion. Que ce soit via Facebook Live pour prendre avantage de l'aspect social ou directement sur votre site corporatif, on adapte la plateforme selon votre projet. Contactez-nous tvgo.ca ou info@tvgo.ca. Alors, on vous rappelle le sujet du jour, comment intégrer Instagram au cœur de sa stratégie numérique. Charlie Fernandez pour en discuter avec nous. Donc, Charlie, quelle serait la première étape là, vraiment pour dire comme, OK, Facebook, puis une des raisons pourquoi j'ai choisi ce sujet-là aujourd'hui, c'est vraiment, on parle de l'algorithme de Facebook qui a vraiment été modifié. Ça a un gros impact sur le reach. Il y a eu des modifications au niveau de comment ils calculent le reach. Donc, un reach maintenant qui est plus transparent, mais qui a beaucoup diminué. Puis, un autre élément aussi, c'est les récents scandales de Facebook. Puis, je te l'ai mentionné tantôt, mais moi, j'ai eu la chance d'assister à une rencontre de Facebook où il adressait justement les changements d'algorithme de Facebook.
Puis la présentation a duré à peu près 45 minutes. Puis sur les 45 minutes, il y a environ 15 minutes qui ont été dédiées au changement d'algorithme de Facebook. Puis en gros, il a juste répété qu'est-ce qu'on avait déjà lu en quelque part, puis on mentionnait qu'il ne savait pas qu'est-ce que ça allait avoir comme impact concrètement. Et on a passé à peu près une demi-heure à discuter d'Instagram. Donc lui, il était vraiment plus là pour évangéliser Instagram plutôt que vraiment parler de qu'est-ce qui s'en venait à Facebook. Donc ça donne vraiment une vision claire de où Facebook veut s'en aller. Bien sûr. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de dire, bon, bien, pour les gens qui mettaient vraiment beaucoup de temps sur Facebook, comment on peut peut-être transitionner un peu notre stratégie numérique pour mettre peut-être un peu plus d'emphase sur Instagram pour prendre avantage des opportunités qu'il y a de ce côté-là. J'aimerais rebondir un petit peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur tout l'aspect algorithmique qui entoure les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est brûlant de par, entre guillemets, le contexte actuel dans lequel nous sommes, mais c'est également un sujet qui est récurrent, parce que c'est pas vrai que la modification, ou du moins la baisse du reach des pages, notamment sur Facebook, date d'il y a 2 semaines. C'est quelque chose qu'on voit aller depuis 4-5 ans maintenant, puis un bon marketeur que nous sommes, ou du moins que nous tentons d'être, je pense, c'est quelque chose que nous avons pris en compte au fil des ans, qu'on a tenté de comprendre. Et puis, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est seulement limité à Facebook. Instagram, il y a 18 mois, a également fait sa petite modification algorithmique, puisqu'on est passé d'un ordre chronologique à un ordre d'intérêt. Donc, encore une fois, je pense que c'est facile souvent de jeter la pierre à la plateforme et aux algorithmes, et non nous de remettre en question, dans le sens où ces changements créent des opportunités. Je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est exactement comme ça que j'ai vu quand ils ont amené. Puis je trouve que ça, pour les pages qui faisaient du bon boulot, je pense qu'eux autres, ça va les avantager plutôt que les désavantager. Puis c'est les gens qui utilisaient des techniques un peu plus spammy qu'eux autres se font rentrer dedans. Et je trouve que c'est des très bonnes nouvelles pour ceux qui travaillent bien. Puis je veux dire, encore une fois, on parle de Facebook et d'Instagram, mais s'il y a une des deux plateformes, si je peux dire, qu'il y a vraiment une emphase sur le contenu, je pense que c'est clairement Instagram. C'est une plateforme, je commençais ma conférence au WAC justement comme ça l'année dernière, où je disais qu'il est très difficile de tricher en tant que marque. Oui, c'est sûr qu'une marque qui a, on va prendre l'exemple de nos partenaires aujourd'hui, qui a un branding qui est visuellement enrichissant, ou du moins vraiment plaisant à l'œil, part avec un avantage. Mais une marque qui n'a aucune personnalité va rapidement tourner en rond sur Instagram, dans la mesure où une des règles du jeu Instagram, c'est d'avoir différentes thématiques de contenu qui s'articulent pour véhiculer un positionnement de marque, pour atteindre des objectifs de conversion. On va en parler tantôt avec les liens dans les stories et les Shopebola Times. Donc encore une fois, l'algorithme est une chose, mais l'utilisation de l'outil au quotidien, puis si je puis dire le côté proactif dont on essaie de faire preuve en tant que marketeur pour anticiper ce qui s'en vient ensuite, je pense que vraiment le cœur du combat est là, vraiment. Et tu le dis, c'est important sur Instagram, mais je pense que c'est la même chose. Peu importe, si ton brand n'a pas un beau branding, si ta compagnie n'a pas un beau branding, je pense que déjà en partant, ça part mal. Mais c'est très difficile d'avoir du beau branding, honnêtement. Moi, je pense que je suis plus sensibilisé à ça qu'auparavant, parce que mon associé, lui, est directeur artistique, donc des marques, entre guillemets, qui ont une personnalité, vraiment, j'insiste sur la notion de personnalité, il y en a vraiment très peu. Et hier, je rencontrais un de nos clients, puis on parlait notamment de certaines marques que moi j'affectionne beaucoup de par la personnalité qu'ont ces marques-là. Et je citais un exemple, Deus Ex Machina, qui est une marque qui est basée donc en Australie, pardon. Et puis c'est vrai qu'on voit qu'une marque qui a une personnalité arrive à s'épanouir sur Instagram, et on va y venir tantôt, arrive à gagner en notoriété en utilisant ce média-là. Donc encore une fois, oui, avoir un branding qui esthétiquement parlant est abouti, qui est plaisant à l'œil, c'est quelque chose d'incontournable, on va se le dire, mais c'est tout autant incontournable d'avoir une marque qui a des valeurs, d'avoir une marque qui a une personnalité, d'avoir une marque qui sait s'entourer, qui sait se personnifier, on peut le dire également, pour justement développer des relations, que ce soit avec des influenceurs, que ce soit avec d'autres marques, ou que ce soit bien sûr avec sa clientèle. Puisqu'encore une fois, je pense que le gros avantage qu'a Instagram par rapport à d'autres réseaux sociaux, comme Facebook, on fait souvent la dualité un petit peu, c'est qu'on peut interagir de manière proactive. Rien ne vous empêche, vous, d'aller interagir directement et de manière totalement proactive avec vos clients, que ce soit des clients actuels, que ce soit des clients à devenir ou la clientèle de votre concurrence. Exact. OK, ça, on va en parler aussi. Donc, on part du branding de l'entreprise. À partir de ce moment-là, comment on fait pour transformer ça en contenu? En machine, entre guillemets. En machine à contenu. Puis, explique-nous donc, c'est quoi les premières étapes quand tu t'assois avec un client? Bon, tu parles de son... donc, clairement, on parle de branding.
Puis après ça, on fait une déclinaison pour essayer de créer du contenu qui va bien performer. Pas encore. Ben, en fait, nous, on a vraiment un pattern. Voir les objectifs avant. Oui, c'est vraiment un volet qui est très important, le volet affaires. Puis c'est assez marrant quand... moi, j'ai même pas 30 ans, j'ai 29 ans. La barbe fait un petit peu plus vieux, mais je suis un enfant encore. Souvent, quand je m'assois avec des directeurs d'entreprise qui ont 40 ans de business en arrière de la cravate, je leur dis, on va parler de tes objectifs d'affaires. Ils me regardent, ils disent, OK, tu vas m'apprendre, moi, à faire ma business. Non, c'est pas ça. Je vais t'apprendre, ou plutôt, je vais t'accompagner dans la traduction de ta réalité d'affaires traditionnelle dans la réalité d'affaires d'Instagram. Donc c'est vraiment cette thématique qui est vraiment très importante, qui est la stratégie d'affaires sur laquelle on travaille en premier. Je fais une petite parenthèse. Toutes les stratégies que l'on développe chez Réverbère, et je pense que c'est pas mal notre marque de commerce, si je puis dire, notre gros facteur de différenciation, sont divisées en 3 étapes. La stratégie d'affaires dont je vais te parler là, la stratégie de contenu dont on va parler tantôt, puis la stratégie d'interaction qui vient illustrer un petit peu les propos que je tiens quand je dis qu'Instagram est une plateforme intéressante quand on peut interagir de manière donc proactive et directe avec nos clients. Donc, tu vois, je t'arrête ça parce que nous, quand on rencontre des clients pour une stratégie de contenu vidéo ou quand on crée une seule vidéo en événementiel, on travaille exactement dans la même affaire. Donc, la première chose qu'on veut savoir, c'est quoi tes objectifs, c'est qui ta clientèle cible, à qui s'adresse la vidéo en tant que telle. Après ça, on part de ces objectifs-là, on essaie de créer du contenu qui va bien performer. Puis ensuite de ça, on s'assure que le contenu est optimisé pour générer des interactions. Et diffusé aux bonnes places. Encore une fois, c'est quelque chose de très important, notamment sur le contenu vidéo. Optimisé pour les plateformes. Ben oui, définitivement, et surtout sur les emplacements publicitaires où récemment, j'ai un client avec qui on travaillait où on lui a proposé une campagne qui était juste mobile, donc juste pour les téléphones intelligents. Puis on proposait un format 9:16 de vidéo qui était uniquement diffusé dans l'emplacement des stories. Le client est-ce que tu as dit 9:16 en ratio, 9:16 donc vertical. Donc vertical, puis vraiment vertical pour un grand écran, on s'entend. Donc la plateforme a été mise sur différents emplacements, donc du Facebook, du Instagram, puis dans différents, je dirais, emplacements sur ces plateformes. Mais le résultat qu'on voulait avoir sur l'emplacement que nous, on avait choisi, qu'on avait conseillé aux clients, était vraiment très intéressant. Donc, je pense qu'encore, quand tu fais de la vidéo, tu as cette notion d'emplacement qui est encore plus importante que quand tu fais la photo. Tout à fait. Pour revenir donc, à ce qu'on disait par rapport donc, à la stratégie d'affaires, moi, je pense qu'il y a vraiment au minimum 3 étapes quand on vient parler de stratégie d'affaires sur Instagram. Il faut garder en tête que c'est transposer la réalité que vous avez dans votre business au day-to-day sur la réalité que vous allez rencontrer sur Instagram ou que vous rencontrez peut-être déjà. Ce qu'on peut faire, et nous, ce qu'on recommande souvent, c'est de faire un petit peu déjà une analyse. Au tout début, j'essaie de comprendre un petit peu qui sont vos abonnés, donc une analyse plus qualitative de l'audience, et puis comprendre comment la croissance de vos abonnés s'est comportée durant, par exemple, les 6 derniers mois. Ça, c'est vraiment un des premiers volets qu'on essaie de regarder. Avant d'enchaîner sur un autre volet qui est très important, à savoir si vous avez eu de l'activité dans les derniers mois, quels sont les contenus que vous avez utilisés, qui ont marché, puis surtout comment vous avez enrichi ces contenus. Il y a quelque chose qui est très important sur Instagram, on parle souvent des hashtags, mais on oublie également les géotags qui ont pris une dimension tout à fait particulière avec les stories notamment. Ça, c'est également un volet qui est très important. Et enfin, parce qu'on est là pour faire de la business, puis souvent pour générer des ventes, voir un petit peu c'est quoi l'engagement qui a été créé, c'est quoi les conversions qu'on est allé chercher. Ça, c'est vraiment le premier volet. Deuxième volet, je pense, et encore une fois, on parlait de Instagram, doit-il être au centre de votre stratégie? Souvent, je prends un petit peu les gens en contre-pied en leur disant non. Je ne pense pas dans la mesure où, quand on s'est fait un petit peu taper sur les doigts avec ce qui arrive actuellement sur Facebook, on a compris une chose, c'est que ce qui se passe sur les réseaux actuellement, les données que l'on acquiert sur les réseaux sociaux ne sont pas notre propriété. Exactement. Donc, c'est peut-être parce que je vais paraître un peu old school, mais la bonne adresse courriel, elle fait toujours la job, on va se le dire. Puis généralement, une adresse courriel, ça a une durée de vie qui est quand même assez intéressante, on va se le dire, et qui permet ensuite de travailler de manière totalement indépendante par rapport au réseau social. S'il vient y avoir un scandale comme la baisse de portée ou que le réseau social disparaît, ça, c'est très important. Donc, pour ce faire, je pense, pour arriver à cette prise de conscience-là, il y a quelque chose qui est très important, c'est de définir la place que doit avoir Instagram donc, dans votre stratégie d'affaires. Souvent, je fais la comparaison et je dis, voyez Instagram comme un rouage dans la machinerie qui est votre entreprise. Et vous, ce que vous devez comprendre en tant qu'entrepreneur, en tant que directeur marketing, c'est comment ce rouage peut parvenir à accélérer le fonctionnement de la machine en lui fixant des objectifs bien particuliers ou à fluidifier le fonctionnement de cette machine. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Pour ce faire, vous allez avoir besoin, c'est sûr, de traduire vos personas de clientèle que vous avez actuellement. J'espère vraiment, parce qu'on en parle de ça depuis quelques années, on s'entend. C'est comme le virage numérique. Le virage numérique au Québec, ça fait 15 ans qu'il a commencé, on est toujours au début de la courbe. Mais bref. Un autre sujet. On peut en faire notre podcast si vous avez ça. Mais bref, c'est important, je pense, de pouvoir essayer de transposer le persona que vous avez dans le contexte d'Instagram avec les réalités d'Instagram. Qu'est-ce que ça veut dire ?
quel hashtag il utilise, quelle est sa fréquence de publication, quels sont les influenceurs qu'il suit, quelles sont les heures auxquelles il est connecté, quelles sont les heures auxquelles ils sont prêts à engager avec votre marque. Tout ça, c'est des données que vous pouvez très facilement avoir. Tantôt, on parlera de mes outils favoris. Il y a un outil, par exemple, comme Minter.io, qui est un outil très facile à prendre en main, ou encore Iconosquare, qui vous donne ce genre d'analytique, d'autres fonctionnalités, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, une fois que ces événements-là, entre guillemets, sont précisés, caractérisés, là, on peut définir des objectifs. Mais encore une fois, gardez en tête que les objectifs que vous allez devoir fixer, il y en a qui n'aiment pas ça, mais moi j'aime ça, des objectifs qui sont smart. Il y en a qui trouvent que ça bride un petit peu la performance, quoi que ce soit, mais moi je trouve que c'est une bonne chose, surtout si c'est votre première expérience avec Instagram. Puis surtout, la chose qui est importante, c'est vraiment segmenter vos objectifs en fonction de la stratégie que vous allez mettre en place. C'est une stratégie pour de la notoriété, c'est une stratégie pour de la fidélisation, pour du positionnement de marque ou encore de la vente. C'est important que si, mettons, vous voulez faire de la conversion, vous ne mesurez pas forcément un nombre d'abonnés. Vous mesurez le nombre de conversions que vous allez faire. Exact. Tout simplement. Ça, c'est vraiment le volet stratégie d'affaires et je pense que c'est souvent sur ça que les gens doivent s'attarder au début de leur prise en main d'Instagram, se concentrer pour ensuite avoir des résultats qui sont bonifiés par le biais de la stratégie de contenu puis la stratégie d'interaction. Deuxième étape après ça. Donc là, on parle... On connaît nos objectifs. Qu'est-ce qu'on crée comme contenu? On crée le contenu en fonction de la personnalité de la marque et non l'inverse. On ne crée pas un contenu parce que ce contenu-là, qui est un chat avec une petite carabine dans les mains, va avoir 200 likes sur Facebook et on se dit que ça va être à peu près la même affaire sur Instagram. Non. C'est là où la notion de personnalité de marque devient très importante dans la mesure où une marque qui n'a pas de personnalité sur Instagram aura, je pense, plus de difficultés à vivre que sur d'autres médias sociaux. Je pense que tu as connu l'époque Twitter où c'était un petit peu le Far West, là, où tout était possible et surtout n'importe quoi. Sur Instagram, on a encore une certaine malléabilité par rapport au réseau social, mais si le travail qu'on propose dans la stratégie d'affaires n'est pas fait, c'est extrêmement difficile de bâtir une ligne éditoriale en adéquation avec cette stratégie dans la mesure où on n'a pas les informations qui sont définies au préalable. Donc, la façon dont nous, on travaille régulièrement, c'est d'arriver, essayer de bâtir, je dirais, une stratégie donc, qui se base bien entendu sur un calendrier éditorial. On comprend généralement entre 5-6 thématiques de contenu qui, encore une fois, vont coller avec les objectifs qu'a la marque. Donc, est-ce que c'est des contenus pour de la vulgarisation? Est-ce que c'est des contenus, mettons, pour justement augmenter la notoriété de la marque? Est-ce que c'est des contenus pour se distinguer de la clientèle? Ou là, on est plus sur des objectifs de positionnement de marque. Est-ce que c'est des objectifs de positionnement? Alors là, c'est sûr, on aura une ligne éditoriale qui va peut-être être plus axée sur le promotionnel et moins sur l'éducationnel ou le ludique. Encore une fois, c'est bâtir en fonction des objectifs de la marque et de son positionnement et des messages clés qu'elle souhaite véhiculer, une stratégie qui est Instagram friendly, donc qui est ludique, qui est plaisante à voir visuellement et qui donne envie d'engager avec le contenu. Il y a 95 millions de contenus qui sont publiés chaque jour sur Instagram. C'est énorme, c'est vraiment colossal, je parle de photos, vidéos, pas stories. Donc si vous n'arrivez pas à vous démarquer, donc, quand je parle de démarquer, je prends souvent le même exemple. Si, mettons, je scrolle dans le feed et que je suis incapable de deviner quelle est la marque qui a publié son contenu, à moins de voir le logo, le nom de la marque, vous allez avoir de la difficulté à briller. Et vous allez avoir de la difficulté à avoir deux choses là-dedans. Il faut que ton contenu il soit thumb-stopping, dans le sens qu'il te force un peu à arrêter, donc au niveau visuel. La cascade de scroll, exactement. Donc, il y a ça qui est important à essayer de trouver comme manière de créer ton contenu. Puis après ça, comme tu mentionnes, il faut que ça ressemble clairement à ta marque. C'est ça. Donc, on peut le diviser en deux catégories, comme tu le dis. Il y aurait plus la partie ligne éditoriale, où on va parler vraiment de la fréquence de publication, de la personnalité, des hashtags qu'on va utiliser. Est-ce qu'on va taguer des usagers dans nos photos? Est-ce qu'on va miser sur une stratégie qui est assez linéaire, où on va seulement travailler sur les contenus donc, qui sont publiés par le biais du profil de la marque, qui sont donc diffusés dans le fil de nouvelles de l'usager. Donc, ce qu'on disait tantôt, un petit peu le junk food, entre guillemets, de la consommation de contenu sur Instagram. Ou bien, on va essayer sur une stratégie un petit peu plus hybride, notamment en misant sur les stories, qui, je pense, sont encore sous-exploitées, mais qui sont plus difficiles à exploiter dans la mesure où ça demande une présence qui est beaucoup plus régulière. Il n'y a rien de plus plate qu'une story qui dure une story. Une story. C'est compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Une story qui veut un post, une publication. Il faut avoir, qui dit story, dit storytelling, on va se le dire. Il faut qu'il y ait une notion de partage de l'information, certes, mais il faut que l'usager se sente accompagné. Il faut que l'usager vive une expérience et qu'au final, il soit genre surpris, rewardé ou attendri par rapport à celle-ci. Par contre, moi je trouve que qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une story qui a une story, c'est une story qui en a 28. C'est vrai. Ça, tu dis, OK, on n'a pas bien compris justement la notion de storytelling parce que là. Oh, les gens swipe au bout d'un moment, ils disent merci, non, merci. C'est ça. Après, toi,
quoi le chiffre tu recommandes pour une story idéale? Ça dépend des marques, puis ça dépend des objectifs. Encore une fois, je veux dire, il y a des marques qui arrivent à très bien combiner, par exemple, les différents objectifs qu'on citait tantôt. Moi, je les classe en grandes catégories, comme je vous le disais tantôt, notoriété, engagement, conversion et fidélisation. Moi, je pense que des marques qui arrivent à raconter une histoire en 4-5 stories, en 4-5 slides, on va les appeler, je pense que c'est quand même quelque chose de bien. Souvent, on dit qu'on peut laisser la qualité au détriment de la quantité sur les stories. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile d'avoir une qualité optimale sur une story que via un photoshoot comme on va faire dans un studio. Mais je pense qu'il faut quand même préférer la qualité à la quantité sur ce genre de placement. D'accord. Et on voit de plus en plus de marques qui font des belles stories avec des photoshoots, avec du vidéo. Donc, il y en a de plus en plus qui investissent beaucoup dans ces stories-là, même si ça dure seulement 24 heures. Et je pense que, encore une fois, les stories sont un microsystème dans l'écosystème d'Instagram. Les codes sont totalement genre réinventés. Quand on fait de la publicité en story, le format publicitaire en termes de durée, c'est du 3 à 5 secondes. 3 à 5 secondes, c'est rien. Si on parle à des marketeurs qui étaient dans les années, mettons, 70, avec 80, des pubs de 1 minute, là. On est très loin de ça, on est très très loin de ça. Alors oui, le contexte veut ça, parce qu'on est de plus en plus occupé au quotidien. L'appareil sur lequel le contenu est consommé veut ça également. Les endroits où les gens consomment. Le contexte, bien entendu. Mais je pense qu'encore une fois, c'est un emplacement, un micro-écosystème dans un écosystème à part entière, vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, on parle des stories. Justement, il y a des pubs de stories qui sont sortis. Au début, on pouvait mettre une seule story. Maintenant, ça a été changé. On a jusqu'à 3 slides, mettons, de stories qu'on peut mettre. Donc, tantôt, quand on disait environ 5 stories, on voit que même Facebook / Instagram ont compris que autour de 3 à 5 stories, c'est comme vraiment optimal. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et puis c'est quelque chose, je pense, le travail a été amorcé, ça ne date pas de la story, je pense que ça date vraiment du diaporama. Il y a des marques comme Harley Davidson Australia qui a fait un super bon travail en termes de storytelling, notamment par rapport au carrousel, donc au fameux diaporama qui avait été fait, ou encore plus proche de nous, Subway. Je pense que cette réflexion un petit peu quant au nombre idéal de visuels, la chronologie qu'on essaye, ou l'histoire qu'on essaye de raconter, pardon, je pense que la story représente un petit peu d'une certaine façon l'évolution donc du diaporama. Ce qui a vraiment changé, j'en parlais tantôt donc dans la stratégie de contenu, c'est la façon dont on va enrichir ce contenu-là. Que ce soit en mentionnant des hashtags, puisque si votre contenu est assez populaire, il va apparaître donc dans la story du hashtag en question. Même chose pour les géotags. Ou encore en insérant des éléments donc, si je puis dire, enrichis, comme par exemple un vote. Donc c'est sur les votes binaires A ou B, noir ou blanc. Mais je pense que c'est des outils que les marques encore pas occulte, mais commence à apprendre et commence un petit peu à se familiariser avec pour tirer le meilleur de celle-ci. Et c'est une excellente chose, vraiment. C'est sûr qu'en termes de conversion, il y a un défi d'aller chercher le premier 10 000 abonnés pour être capable d'aller chercher l'option Swipe Up pour avoir une conversion avec un lien directement, mais on est quand même capable d'être créatif pour essayer d'aller trouver d'autres manières, inscrire un URL simplifié dans ta story ou l'envoyer dans la bio ou quoi que ce soit. Ben, moi, on pourrait parler des heures et en plus c'est cool. On pourra faire ça peut-être, on ne sait jamais, on fera une émission spéciale. Mais en fait, il y a deux façons d'avoir le lien dans les stories. Il y a le fameux cap des 10 000 abonnés donc, que tu viens de mentionner. Et encore là, Instagram est de plus en plus, si je puis dire, méfiant ou prévoyant par rapport à ça, dans la mesure où acheter des abonnés sur Instagram, c'est encore plus facile qu'acheter sur Amazon. Et pour ça, qu'acheter sur Amazon aux États-Unis. Et je sais que c'est facile d'acheter sur Amazon aux États-Unis. Donc, je pense que ce modèle-là de validation, dans le temps, n'est absolument pas pérenne dans la mesure où les gens, et puis c'est déjà le cas avec des gens, mettons dans le domaine de la télé-réalité, des émissions, ont rapidement passé le cap des 10 000 abonnés. Ils n'ont pas accès à cette fonctionnalité parce que leur crowd, d'un point de vue qualitatif, n'est pas jugé comme étant pertinent. Donc de ce fait, ils ne méritent pas la fonctionnalité. La deuxième moyen d'avoir accès à cette fonctionnalité, c'est tout simplement le fameux badge certifié. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce badge certifié-là? Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a un véritable marché noir qui existe au niveau donc, du badge certifié. Il y a donc, le processus de validation est très simple. C'est, mettons, imaginons vous êtes donc Instagram et donc oui, Facebook à Palo Alto. Et il y a une agence donc, qui travaille au Myanmar, une agence de publicité qui est un partenaire d'Instagram et qui vous, entre guillemets, suggère l'attribution d'un badge certifié par rapport à une star locale.
Vous, en étant à Palo Alto, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qui est trendy, qu'est-ce qui a des risques, entre guillemets, d'usurpation d'identité, donc vous allez valider le contenu. Et c'est là où est la faille, en fait. Il y a des gens sur beaucoup, entre guillemets, sur certaines plateformes, si je puis dire, pour ne pas les citer, qui offrent en fait ces services donc de validation, donc de compte, d'accréditation, pour un montant allant de $500 USD à $2000 USD, qui passe donc par une agence partenaire, donc aux quatre coins du monde, pour valider donc le contenu. Ce qui est, entre guillemets, intéressant ou effrayant, je ne sais pas, c'est qu'une agence, mettons, en Inde, peut valider le compte d'une marque au Canada, par exemple. Donc, il y a vraiment un marché noir qui se développe. Donc, il y a des moyens de se débrouiller pour essayer d'aller chercher ces fonctions-là. Oui, il y a des moyens qui sont légitimes, légaux ou pas, genre, on va se le dire ensuite. Ils sont borderline, ils sont vraiment sur la ligne. Et, donc, c'est à vous, à la maison, à décider si vous en prenez avantage ou pas. Instagram est une plateforme qui a toujours été très borderline. Ça rejoint un petit peu, tantôt on en parlait du Twitter, entre guillemets, des années début 2010. Entre guillemets, ça rappelle beaucoup ça, sans les fameuses applications tierces, où je me rappelle, début 2010, les applications tierces sur Twitter, il y en avait des dizaines qui étaient créées chaque jour. C'est fou, hein? Puis il y a eu la mise à jour de l'API de Twitter, puis il n'y a plus rien qui a marché. Ça a été une apocalypse. Donc Instagram, c'est malheureusement ou heureusement ça. Moi, j'aime beaucoup ça parce que je pense que ça peut permettre, mettons, à aboutir sur de bonnes choses, parce que du mauvais peut naître du bon, je pense. Ensuite, le seul problème, c'est toujours les surenchères puis les arnaques, parce que malheureusement, oui, il y a des surenchères et des arnaques. Ouais. Alors, si on vous invite tout d'abord à continuer à poser vos questions sur Facebook Live, évidemment. Charlie est là avec nous pour répondre à vos questions, donc si jamais vous en avez sur les stories. Mais on parle des fonctions des stories, mais il y a une nouvelle fonction aussi récemment qui est sortie et j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en parler. C'est le Shoppable sur Instagram, donc vraiment être capable de cliquer dessus, capable d'aller voir et d'acheter le produit en tant que tel qui est affiché sur une photo. C'est les gens qualifient ça d'évolution de la plateforme. Moi, je qualifie vraiment ça de révolution, dans la mesure où, comme je le mentionnais un petit peu en préambule du podcast, Instagram a toujours été une plateforme qui a été considérée comme extrêmement propice pour atteindre des objectifs de notoriété ou de positionnement. En revanche, je pense que c'est notamment par le biais du passé ou du moins des revenus qu'a généré Facebook par le biais de son modèle publicitaire, elle s'est rendue compte que pour être pérenne, un réseau social devait permettre de faire de la business. Et pour faire de la business, ça sous-entend faire des ventes. Je pense qu'ils sont également rendus compte que le fameux lien dont on parlait dans les bios tantôt n'était absolument pas pertinent, dans la mesure où c'est un lien qui est un petit peu décontextualisé, dénué de sens. Donc, ils ont tenté d'apporter des modifications, de changer la game. Il y a le lien dans les stories dont on vient de parler. Puis, il y a les Shoppable Items ou Shoppable Posts qui ont été lancés donc, il y a une semaine au Canada, au Royaume-Uni, Brésil, France. Parce que ça a été lancé il y a environ 2 ans aux États-Unis. 2 ans? 2 ans aux États-Unis, novembre 2016, je crois que c'est ça, il me semble. Mais ça avait été ouvert juste à certains. C'est environ quelques mois là, que ça avait été ouvert un peu plus au grand public. C'est ça. Et là, à ce moment-là, on attendait, nous, au Canada. Et ça, d'un point de vue marketing, d'un point de vue, et là je parle marketing produit, c'est pas quelque chose d'inouï, mais c'est quelque chose qui est notable. C'est rare que des plateformes comme Facebook ou Instagram testent des fonctionnalités majeures comme celle-ci sur leurs marchés principaux. C'est très rare. On peut parler, mettons, des nouvelles fonctionnalités qui s'en viennent sur Instagram, comme le repost native ou l'application de chat dédiée, qui sont testées dans des marchés d'Europe de l'Est, d'Amérique du Sud. C'est, je pense, une des premières fois dans l'histoire de Facebook qu'une fonctionnalité est testée exclusivement sur le marché américain. Pourquoi ? Parce qu'Instagram a toujours donc, ces fameux partenaires donc, privilégiés, je peux dire des marques qui dépensent énormément chez eux, puis qui, entre guillemets, font vivre la business, on va se le dire. Puis je pense également qu'il y a des raisons de logistique par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que les Shoppable Posts, les Shoppable Items fonctionnent de 2 façons différentes. Soit on le link directement donc, à sa solution e-commerce. Actuellement, il y a 2 solutions e-commerce qui sont supportées, Shopify et BigCommerce, ou on le lie directement à l'écosystème de Facebook et donc à votre product library que vous avez actuellement sur Facebook. Et je pense que pour ces raisons-là, puis probablement pour des raisons également de taxes, la fonctionnalité a d'abord été testée aux États-Unis. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que la fonctionnalité a été d'abord testée juste auprès d'un segment de clientèle, à savoir le marché du prêt-à-porter. Là, maintenant, la game a changé. La game a changé il y a 1 semaine, donc ça a ouvert donc, à 7 nouveaux pays, comme on le disait tantôt, puis c'est pour n'importe quel secteur d'activité. Instagram est donc, pour les gens peut-être qui ne connaîtraient pas c'est quoi les Shoppable Items, là. Donc tu l'as dit, c'est en lien avec soit ton Shopify ou encore… Et ton Product Library, quoi qu'il arrive. Exactement. Donc, à partir de là, comment ça fonctionne concrètement? Quelqu'un qui voudrait le partir, qu'est-ce
quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, la personne doit avoir son compte, si je puis dire, certifié. C'est pas un processus qui est long, C'est le pénible ou blue quoi que ce check, soit. le check gris. C'est juste respecter des conditions très simples comme ne pas contrevenir donc aux modalités donc d'utilisation d'Instagram, ne pas contrevenir aux conditions de vente d'Instagram qui sont deux documents distincts. Il faut également que la compagnie vende des biens physiques, c'est très important également. Puis donc la compagnie en question est un Shopify, un BigCommerce ou un Product Library sur Facebook. Donc tu dis qu'il faut que ça soit absolument physique, ça je savais pas. Donc par exemple, nous on pourrait pas mettre une photo sur Instagram et dire on vend des Facebook Live. Tu pourrais vendre ton merchandising. Si tu veux sneaker, entre guillemets, pour ensuite atteindre tes objectifs, tu pourrais vendre du merchandising, par exemple. Ouais. Mais non, c'est vraiment donc limité donc à ces éléments physiques et à ces conditions-là. Puis, visuellement parlant, je pense qu'on pourrait en parler. Comment ça se métamorphose? C'est tout simplement des sortes de price tags qui sont ajoutés donc à vos contenus, où les gens donc peuvent cliquer et ensuite donc se retrouver sur une page de destination, une landing page en bon français. Et une landing page qui peut être une fiche produit, par exemple, où on a par exemple différentes façons de travailler. On peut travailler, mettons, on a 3 par exemple photos, donc on a ton téléphone, la bière et ton verre. On pourrait mettre un price tag pour chacun, ou on pourrait faire une seule price tag avec un bundle, avec un pourcentage de réduction par exemple. C'est une façon intéressante de le travailler. Donc, un excellent conseil à prendre en note. Donc, un bundle pour les 3-4 items que vous avez sur votre photo. Prenez des notes à la maison. Tu peux faire une solution hybride. Bon, ensuite, ça, je me rappelle plus, je crois que c'est 6 produits qui sont limités par tag, je crois. Je suis pas sûr. Là, je dis ça entre guillemets sous toute réserve, mais il me semble que c'est 6 tags qu'on peut ajouter. Donc, ça vient corriger le gros problème qu'a toujours eu Instagram en disant c'est un réseau social pour les hipsters, pour les foodies, pour les wannabe famous, wannabe influencers as well. Et donc, là, on a vraiment des notions de monétisation qui s'en viennent. Des notions de monétisation qui sont reliées à votre e-commerce, qui sont reliées à votre page Facebook. On y revient encore, comme quoi le cycle, lui, se poursuit. Et qui permettent donc de monétiser votre audience pour les marques qui ont eu la clairvoyance, si je puis dire, de développer une audience. Je vous rassure, pour ceux qui ne sont pas encore présents sur Instagram ou ceux qui comptent quelques juste centaines ou milliers de followers, la situation est absolument pas irrémédiable. Vous pouvez utiliser ce média social-là et en tirer le plein profit, bien entendu. Et là, tu me fais vraiment une passe sur la palette parce que pour les gens là, qui viennent d'intéresser, tu dis OK, il faut vraiment que je me mette à Instagram, mais mon compte n'est vraiment pas à la hauteur. Je n'ai pas autant d'abonnés que sur Facebook ou sur les autres plateformes. Comment, en 2018, concrètement, on est capable de faire pour quand même aller grossir sa base d'abonnés? Parce qu'on en parlait tantôt, mais les gens passent beaucoup de temps dans les stories. Donc, ça veut dire automatiquement, ils passent moins de temps en bas à scroller et donc, automatiquement, ils passent également moins de temps dans les hashtags. C'est vrai. Donc, à ce moment-là, comment moi je fais pour trouver un moyen d'être découvert dans Instagram en 2018 pour essayer d'aller grossir ma base d'abonnés? La logique d'Instagram a toujours été la même. La logique d'Instagram a été de se reposer sur des micro-communautés qui étaient par exemple des pages de lieux ou des pages de hashtag où on avait les top publications, donc où c'était facile d'entre guillemets de se retrouver dans les top publications de ces pages-là en ayant des interactions organiques ou des interactions payées, parce qu'il y a des gens qui utilisent cette technique-là en payant pour se retrouver dans le top, donc pour ensuite donc se servir de ces micro-communautés-là comme de canaux d'alimentation donc vers leur communauté, leur page, afin de faire grossir celle-là. La game n'a pas tant changé entre le post traditionnel et la story. Une marque qui sait aussi bien utiliser un hashtag qu'une suite de 30 hashtags, puisque c'est la limite qu'on a sur un post traditionnel, va toujours, entre guillemets, réussir à tirer son épingle du jeu en termes d'acquisition de trafic, surtout si celle-ci a vraiment une stratégie de contenu qui est intéressante. Le contenu, ça reste, je pense, la dame de cœur, la règle qu'on ne peut pas contourner sur n'importe quel média social, on va se le dire, notamment sur Instagram. En revanche, ce qui est vraiment intéressant, et je rebondis encore sur ce que je disais tantôt, c'est qu'Instagram a une certaine malléabilité, notamment en ce qui a trait aux interactions que vous allez pouvoir faire de manière totalement proactive avec votre audience. Que ce soit une audience qui est qualifiée de consommateur actuel, en devenir ou celle d'un concurrent. Donc moi, je vais être bien transparent avec vous aujourd'hui. Moi, je suis un grand partisan, si je puis dire, de tout ce qui est marketing automation. Dans la mesure où, quand je pense que c'est bien fait, qu'il y a une motivation en arrière de ça, qu'il y a un souci qui est apporté à ce qui est fait et ce que ça va permettre de générer. Quand je parle de générer, je ne parle pas d'argent, mais quand je parle d'informations utiles par rapport à une clientèle, je pense que ça a vraiment une place et quelque chose d'intéressant à jouer. Quand tu parles de marketing automation, est-ce qu'on est en train de parler comme des bots qui vont générer d'interactions? Parce que je pense que hier, le changement d'algorithme d'API de Facebook a eu des impacts aussi sur les tierces
tierce partie sur Instagram également. Il y a depuis un an, je te dirais, il y a une chasse à la sorcière qui est faite par Facebook et Instagram, notamment par rapport à ces services. En fait, je te dirais, il y a deux grandes catégories de services d'automation marketing. Il y a l'automation marketing en ce qui a trait aux interactions donc publiques. On parle de likes, de commentaires, d'abonnements et de désabonnements. Puis tu as tout ce qu'on appelle les interactions privées, donc qui notamment exploitent les failles, si je puis dire, de la messagerie d'Instagram. Où là, vous pouvez mettre des liens dans vos messages privés. Et ça, c'est très intéressant, notamment si vous faisiez un petit peu de marketing par courriel et vous savez ce qu'est le drip marketing, par exemple. Il y a vraiment des choses très intéressantes à faire là. Donc, comment cette chasse à la sorcière s'est matérialisée? Si je puis dire, ils ont formé deux des plus grandes plateformes que sont Mass Planner et Instagress l'année dernière. Ce que les gens ne savent pas et ce sur quoi Facebook et Instagram ferment les yeux actuellement, c'est que ces plateformes sont encore en fonction. C'est-à-dire que les gens qui étaient des usagers réguliers, des clients majeurs de ces compagnies-là, fonctionnent encore. Pour ceux qui ont perdu leurs accès, il y a des gens qui étaient bien débrouillards et qui sont allés tout simplement créer leur propre bot. Il y a eu vraiment une certaine évolution au niveau du marché devant les challenges qui ont été imposés par Instagram et par Facebook. Et les modifications dont tu parles ne sont ni plus ni moins que l'écho de ce qu'il y a eu déjà donc, il y a un an maintenant. Donc ces techniques sont toujours valables, mais encore une fois, ce qui est intéressant, ce n'est pas la notion de faire un like de manière automatisée sur un compte ou quoi que ce soit, c'est de comprendre en quoi ce like ou en quoi ce commentaire va être à l'origine d'une relation beaucoup plus poussée. Que ce soit par le biais d'interactions en public, que ce soit par le biais de l'inscription à une infolettre, que ce soit par le biais de messages privés. Je pense que c'est vraiment le catalyseur d'une relation naissante avec un usager, tout simplement. Donc je pense que c'est une technique qui est encore valable. Des techniques pour faire augmenter la notoriété d'une marque de manière organique, parce que oui, publicitaire, il y a vraiment des très belles avenues à explorer, on va se le dire. On reparle encore des fameux placement publicitaire dans les stories. Le marketing d'influence en est clairement un. Le marketing d'influence, je crois que c'était en 2016 ou 2017 aux États-Unis sur les marques qui déploient un budget entre 50 000 $ US et 100 000 $ US. Le coefficient multiplicateur en termes de revenus était équivalent à 6. Wow. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Puis ça a supplanté, entre guillemets, en termes d'attractivité, le marketing par vidéo, qui est quand même une technique de marketing, on va se le dire, qui est extrêmement puissante. Tout à fait. Donc oui, travailler avec des influenceurs, certes. Comment travailler avec des influenceurs, c'est plus difficile. Ce qui s'est passé, je pense, durant les 3 dernières années, je vais parler au Québec, parce que qu'on fasse du marketing d'influence aux États-Unis, au Québec ou en Asie, c'est absolument pas les mêmes règles, on s'entend. Ce qui a énormément changé, c'est un petit peu les modalités de collaboration. J'en parlais avec des YouTubers en fin de semaine. La notion d'amour pour la marque est prépondérante, mais elle a tendance à disparaître. Et si le marketing d'influence est en train de prendre du plomb dans l'aile, c'est à cause de ça. Et c'est la faute des marques, on va se le dire, mais c'est également aussi la faute des influenceurs. Parce qu'on est là pour faire une relation d'affaires et on a perdu la dimension humaine qui entoure cette relation d'affaires et qui est prépondérante dans la mesure où un réseau social comme Instagram est basé sur cette relation humaine-là. Alors, oui, ça c'est vraiment très intéressant parce que ça ramène exactement au point qu'on parlait au début. Donc, l'importance du branding, de bien définir à qui on s'adresse. Donc, ça, c'est vraiment très, très important. En terminant, si tu avais peut-être un conseil à justement un organisme ou une entreprise qui ont un compte Instagram qui n'est pas vraiment bien développé, quelle serait la première étape? Qu'est-ce qu'ils devraient mettre en action tout de suite pour que ça m'appeler, mais c'est trop facile. Ouais, mais c'est trop facile. Non, la chose que je leur conseillerais de faire, que ce soit avec leur département de marketing à l'interne ou de leur département, le prestataire avec lequel ils fonctionnent, ce serait de mesurer l'intérêt d'Instagram. Je veux dire, c'est pas parce qu'Instagram est un buzzword ou une plateforme dont on parle énormément actuellement que votre business a forcément matière à faire avec ce média-là. Je pense que c'est vraiment prépondérant de comprendre quelles seraient les motivations à aller sur ce réseau social-là, mais surtout quels seraient les enjeux, les tenants et les aboutissants sur lesquels on pourrait, entre guillemets, se baser pour intégrer justement Instagram dans une stratégie de communication, mais également dans une stratégie de vente ou encore dans une stratégie de relation humaine. On travaille avec un client qui est dans le domaine manufacturier, qui fait du prêt-à-porter actuellement. Et lui, ses enjeux par rapport à Instagram, c'est de développer, oui, un brand, mais par rapport à la marque employeur, pas par rapport à la marque client. Donc, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de bons ou mauvais outils. Alors, ça, on peut également l'appliquer aux notions d'automation marketing. Il y a des personnes qui savent utiliser bien les gens qui sont derrière qui vont faire la différence. Hein. Souvent, je prends l'analogie, si tu essaies de creuser une piscine avec un marteau, good luck, buddy. Vraiment. Par contre, si tu prends une pelle, tu vas peut-être y arriver.
Encore là, si c'est quelqu'un qui ne sait pas comment manier l'appel, ça peut Ouais, être long. ben, ça Surtout dépend si c'est une grosse pépine. C'est ça, exactement. Ça pourrait mal aller. OK. 3 outils rapidement que tu es capable qui changent vraiment ta vie au quotidien. Par rapport à Instagram en tant que professionnel? En tant que professionnel, des médias sociaux en général, qu'est-ce qui change ta vie au quotidien? Mes scripts d'automation marketing. Iconosquare, clairement, qui est une plateforme que je vous recommande d'un point de vue analytique, mais également notamment pour tout ce qui est la planification de la publication des contenus, qui est selon moi un des meilleurs outils actuellement à date. Et le deuxième, je vous dirais Minter.io, parce que c'est une plateforme analytique que j'aime beaucoup. D'accord. J'aimerais ça que tu me parles de ta... on va aller dans les questions en rafale. Donc, quel est ton show préféré sur Netflix? J'ai longtemps été un fan de How I Met Your Mother, vraiment, genre. Je pense que je l'ai regardé 3-4 fois. Je serais capable de chanter pas mal toutes les chansons de Barney Stinson, no joke. Sinon, il y a une autre série que je regarde actuellement et je me rappelle pas le nom parce qu'on en faisait une joke tantôt avant l'émission, mais je me rappelle toujours pas le nom, ça va super bien. Mais c'est quoi le nom déjà? Altered Carbons, ouais, voilà. Qui est très bien, merci l'accent français. Et non, c'est pas mal ça. Maintenant, je suis un gros binge-watcher de Netflix, puis j'aime beaucoup les séries basées sur l'écosystème de Marvel. Ouais. Les gens me disent Iron Fist, c'est mauvais. Moi, je dis non, j'aime bien ça. Puis tout ce qui touche à Marvel, en fait, j'adore ça. Ouais, ils ont des bonnes séries, effectivement. Ouais. Ta tune présentement en repeat sur Spotify ou iTunes? Mon compte Spotify est clairement ma playlist Funky Shaolin parce que c'est un ensemble de musique funky, genre années 50-60. Donc, vraiment en lien avec la bière d'aujourd'hui. Ouais, exactement. C'est Funky Fury. En bobette dans mon salon en train de faire le moonwalk, lundi matin 8h. Excellent. Donc, cherchez ça sur Spotify, vous allez la trouver. Dernière question rapide. Ouais. Qui t'aimerais entendre sur le show en entrevue? Qui c'est que j'aimerais entendre sur le show? Olivier Lambert. Olivier Lambert? Ouais, Olivier Lambert. Où tu as eu la chance d'aller t'asseoir dans son salon pour faire un podcast avec lui? On a fait un podcast, je pense que la version finale dure 1h20, mais je crois qu'on a jasé pendant 2h30 en buvant du scotch, vraiment. Fait que la fin, ça devait être un peu plus... Je te raconterai pas la fin de l'histoire parce qu'on est rentré sur Québec pour faire la fête ensuite, mais c'était un podcast très intéressant. Puis Olivier, je pense, premièrement, je pense qu'Olivier était une des personnes qui comprend Facebook le mieux, puis on a une philosophie qui est totalement différente. Et c'est pour ça que je le recommande, parce que je pense que ça va faire un beau contraste. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'organique. Olivier est quelqu'un qui va travailler énormément sur le publicitaire. Sur la pub. Ouais. Exactement. Il maîtrise son sujet sur le bout des doigts, puis c'est un bon invité parce qu'il a pas mal de charisme, puis il fait des bonnes jokes. Excellent. Donc, on va garder ça en note. En terminant, si les gens veulent rentrer en contact avec toi pour en savoir un peu plus ou essayer de faire affaire avec toi. LinkedIn, Twitter ou Instagram sur Eldon Carlito avec le tiré en bas entre Eldon et Carlito. Et sinon, je vous invite à regarder studio-reverber.com. On fait notre lancement, si tout va bien, la semaine prochaine avec un super e-book que vous pourrez télécharger qui va être un condensé un petit peu de ce qu'on s'est dit avec des exemples, mes 30 meilleures techniques de vente sur Instagram. C'est gratuit. Puis, je pense que ça vous fera une belle lecture de chevet. Ouais. Donc, gardez ça en note dans votre agenda dans une semaine? Si tout va bien, dans une semaine. Au pire, donnez-nous 2 semaines. Là, on devrait y arriver, je pense. On connaît ça, les lancements. On met pas de date, mais restez à l'affût. Une pensée particulière à la firme de RP avec qui on travaille, Fernandez Relations Publiques. Aucun lien de parenté, mais on aime faire ça. Ouais, aucun lien de parenté. Mais qui nous accompagne dans cette démarche-là depuis décembre et qui est vraiment bien patient avec nous parce qu'on aurait dû faire 3 lancements à date. Puis pour des raisons personnelles, puis parfois des raisons professionnelles, on a décalé. Ouais. Et là, on devrait y arriver. Lâche pas Philippe, on est derrière toi. Excellent. Ben, lâche pas Charlie non plus. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup d'être venu à l'émission. On aurait pu encore parler. C'était une coupe de bière, on peut pas prolonger ça derrière la caméra. Oui, on va prolonger ça. Ben, moi, en fait, je m'en vais au WAC. OK. Donc, s'il y en a qui rendez-vous au WAC, ouais. Tu veux-tu ajouter un petit mot sur le WAC peut-être? C'est ta première participation ou pas? Oui, j'ai jamais été au WAC. En fait, puis je vais même pas pour participer parce que j'ai trop. OK, tu vas juste au 5 à 7 en fait. Je vais juste au 5 à 7 ce soir. Donc, je m'en viens voir au WAC. Bon job aux bénévoles du WAC. On a tendance à l'oublier. Moi, j'étais directeur des communications pendant. Les bénévoles, ça fait toute la différence. Il y a des causes qui permettent de rassembler des gens, puis c'est souvent dans le domaine humanitaire. Puis le WAC, c'est une cause professionnelle, ça, parce que c'est un événement business. Ouais. Et tu vois des trentaines, peut-être cinquantaines de personnes qui se motivent à l'atteinte d'un objectif commun. Et sans les bénévoles, le WAC ne serait pas possible. Donc je tiens à féliciter tous les bénévoles du WAC, et notamment Thomas Picot qui est à la direction des coms et qui fait une job fabuleuse. Donc, shout-out à Thomas Picot. Ouais. Thomas Picot? Thomas Picot. Thomas, il n'y a pas de S.
Thomas, salut. Salut à tout le monde. Merci d'avoir été là pour le 6e épisode du Social Show. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 7e épisode. On vous rappelle que tout ça, c'est disponible également en version podcast sur iTunes, Google Play. Donc, si vous voulez suivre ça, également sur notre chaîne YouTube. Charlie, si vous avez besoin de conseils Instagram, et vous nous contactez sur tvgo.ca, sur Messenger, Instagram, peu importe, pour votre création de contenu vidéo, Facebook Live, etc. Merci d'avoir été des nôtres et à dans 2 semaines. Ciao, bye!